Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Merci de prendre rendez-vous avec l'actualité tous les jours, de lundi au vendredi, sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Un rendez-vous que vous pouvez d'ailleurs suivre sur nos plateformes YouTube et Facebook. Je suis Adams Khaled-Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges. Benabou Majofrava, bienvenue. Merci, bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, juge Bouba. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Fonctionnement des conseils de discipline des institutions et départements ministériels. Un rapport concernant 25 institutions et départements ministériels a été adopté hier en Conseil des ministres. On retient de ce rapport que 15 dossiers ont été examinés, des sanctions prises contre des agents de l'État. Retour sur cette actualité au tribunal de l'actualité. Deuxième sujet enrôlé, le maintien de l'interdiction de manifester par les autorités de la transition en Guinée. Et cela malgré le plaidoyer fait par l'ONU. Analyse et décryptage de ces deux sujets après les avant-propos. Comme annoncé, nous ouvrons avec la partie avant-propos et nous allons écouter le juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation du tribunal de l'actualité? Merci, Président. Ce qui retient notre attention, ce sont les 31 ans de la Constitution burkinabé. Donc, parce que c'était le 2 juin 1991, une constitution qui a été rédigée, donc un retour à la vie constitutionnelle normale, donc un retour à la démocratie voulue, ou comme on appelle ça, pour ne pas dire imposée, de l'autre côté. Parce que c'est à la suite du fameux discours de la Baule qui a été prononcé en juin 90, donc 20 juin 90, par le président français François Mitterrand, et moins d'un an après, donc 2 juin 91, les 1 an jour pour jour n'ont pas été remplis, nous avons déjà eu notre constitution. Les choses sont allées très vite parce que ça a été imposé à tous ces porteurs de treillis à un moment donné qui se réclamaient à tort ou à raison révolutionnaire, à tort ou à raison, je ne sais pas moi de quel bord ou de quel bord. La France a été claire, elle a conditionné son appui, son aide à tous les niveaux par l'adoption de la démocratie comme principe ou méthode de gouvernance. Donc nous y sommes allés sans avoir pris le temps d'intégrer certaines valeurs de nos cultures à l'intérieur, sans. Donc la conséquence, ce sont par moments des réalités qui ne cadrent pas avec ce que nous avons. C'est aussi des gens qui ont rusé aussi avec ces mêmes constitutions. Certains ont limité les mandats, d'autres n'avaient pas limité. Certains étaient au septennat quand la France était au septennat, sont revenus au quinquennat quand la France a aussi changé à son niveau. Donc ça a été cela. Et quand on prend les constitutions africaines, on a l'impression que ce sont les mêmes consultants d'ailleurs qui les ont rédigées. C'est à peu près les mêmes choses, calquées également de l'autre côté. Ça aussi c'est vrai parce qu'on n'invente pas la roue. Parce que sur certains aspects, il n'y a pas à tourner. Non, parce que c'est... Voilà. Donc c'est une camisole cousue dans laquelle il faut effectivement l'entrer, quoi. Même s'il faut aller au régime, il faut vous débrouiller pour y être. Donc, c'est dans ces conditions, je dis bien que notre constitution a été adoptée et qui a connu tout ce qu'on connaît comme retouche, comme rafistolage, parfois pour satisfaire les volontés d'un homme. Et ce n'est pas seulement au Burkina. Plusieurs autres pays ont souffert de ce tripatouillage constitutionnel, du non-respect de la parole donnée des dirigeants par rapport à ces situations. Parmi ces pays, il y a le Burkina Faso, il y a la Côte d'Ivoire, et il y a bien d'autres pays. Certains ont pu tirer leur épingle du jeu, comme le Bénin, le Ghana qui est anglophone, qui ne fait pas partie de notre espace francophone. Il y a aussi le Mali qui a connu des rebondissements, mais à un moment donné qui avait une certaine stabilité. Et il y a au Niger aussi où des gens ont tenté de tripatouiller, mais qui aujourd'hui ont pu stabiliser. Vivement que chez nous également, on peut stabiliser. Donc, 31 ans après, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut intégrer? Qu'est-ce qu'il faut laisser tomber? Et donc, 31 ans après, le coup d'État continue, parce que juste après l'adoption de ces constitutions qui ont été imposées également, ils sont passés aussi à une autre étape.
les passes, il fallait les faire accepter. Les programmes d'ajustement structurel, certains pays ont accepté, d'autres n'ont pas été acceptés, d'autres ont trouvé une formule avec d'autres façons pour pouvoir faire adopter ces passes-là. La conséquence, on la connaît, nous avons abandonné nos secteurs vitaux. Certains ont dit que les domaines de souveraineté, on les a laissés tomber. Ce n'est pas des secteurs productifs comme notre armée qui a été effectivement délabrée. Ce n'est pas un secteur productif, c'est ce qui a été dit. Donc, de fait, et on nous a imposé à un moment donné, on a accepté aussi, ça j'ai dit, il faut également accepter, dire qu'on on est allé à la privatisation sauvage entre griffes, avec tout ce que cela également comporte. Donc bref, tout ce bilan-là se retrouve à partir du discours de la Baule qui a été un élément déclencheur. Ce n'est pas seulement le retour à la démocratie, mais il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de programmes qui ont été rendus possibles à partir de cette époque-là. Parce que les initiateurs avaient naturellement un programme. Mais ceux qui sont allés écouter, qui sont revenus appliquer, n'ont pas eu l'intelligence nécessaire de projeter plus loin pour dire attention, si on nous impose ceci, comment on y va. Et c'est ça aussi que nous payons cash. Donc, plutôt que d'en vouloir à celui qui l'a imposé, c'est aussi réfléchir au moment où on nous dit d'aller dedans, comment est-ce qu'on y va, comment on anticipe sur un certain nombre de choses, comment est-ce qu'on se projette. Ça, c'est le plus important et c'est ce qui nous a manqué. Et ce n'est pas tard pour rétablir les choses ou rectifier le tir. Merci, Juge Bourma, pour cette analyse de ce cours d'histoire. Juge Vara, vous écoutez. Oui, merci, Président. Moi, ce qui va m'intéresser en avant-propos, c'est une rencontre qui a eu lieu le mardi dernier à Ouagadougou, à l'initiative de l'UFC Dori, entendez, Union fraternelle des croyants de Dori. C'est très intéressant puisque c'est une soixantaine d'acteurs du monde religieux, coutumiers, qui étaient autour d'une même table pour parler du vivre ensemble et puis valider aussi ce qu'ils ont comme répertoire d'un projet, c'est promotion du dialogue intérieur, interreligieux et vivre ensemble. L'idée, c'est intéressant parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans les conflits que nous avons, même si on parle de terrorisme et autres, il y a à l'intérieur d'abord celui communautaire qui prime, il y a celui interreligieux qui est aussi très très prégnant. Donc, et il y a aussi la réalité que ces leaders coutumiers comme religieux sont un genre de rempart, surtout dans les régions où se passe souvent ce type de conflit-là. Donc c'est très intéressant qu'on les ait autour d'une même table, qu'on facilite le dialogue, on facilite les mises en relation pour que très vite, lorsqu'il y a des débordements, pour que très vite, lorsqu'il y a contribution à quelquefois apaiser les choses, il y a une synergie d'action. Et c'est vraiment à féliciter. Et c'était le 31 mardi et on espère que concrètement les choses vont se déployer. Merci, messieurs les juges. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané. Abaissement d'un échelon ou de deux, rétrogradation et remboursement de salaires indûment perçus. Voici les sanctions prises à l'encontre d'agents de la fonction publique. Une décision qui fait suite au rapport sur le fonctionnement, en tout cas des conseils de discipline des institutions et départements ministériels. Le rapport, faut-il le rappeler, a été adopté en Conseil des ministres. Alors, juge Bourma, c'est un signal fort qui a été donné par le gouvernement quand on voit le contenu de ce rapport et ce qui a été pris surtout comme décision et sanction. Oui, signal fort qui a été donné. Oui, disons-le comme ça. Effectivement, il y a plusieurs... par rapport au conseil de discipline, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. J'ai vu également qu'il y a un rapport qui a été commandité pour pouvoir, et des recommandations aussi qui ont été faites pour pouvoir sortir les goulots d'étranglement. Effectivement, il y en a. Donc, à plusieurs reprises, quand nous avions reçu ici l'ancien ministre de la fonction publique, le professeur Sini Ouedraogo, il y est revenu à plusieurs reprises par rapport au dysfonctionnement, par rapport à un certain nombre de choses. Donc, même le Conseil des ministres en a fait cas. Et il n'y a pas une très bonne compréhension. Il n'y a pas une bonne vulgarisation et ça a même été demandé, la vulgarisation de comment est-ce que les choses doivent se passer. Je dis aussi c'est un signal fort parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur notre administration. Pour preuve, le dernier rapport de la SULC sur les retards. Quand on regarde les chiffres, on ne sommes pas surpris
par rapport à ce qui a été donné de voir dans ce rapport-là. J'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais la difficulté ici, dès que vous pointez du doigt un certain nombre de choses, vous êtes pris à partie, on vous dit ce n'est pas vrai, c'est un faux procès, jusqu'à ce que effectivement ce rapport de la SULC vienne conforter les uns et les autres dans leur position, parce que les chiffres ne sont pas du tout reluisants par rapport au retard. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas une explication. Effectivement, il y a une explication par rapport à ce retard, parce que l'employeur aussi y est pour quelque chose à un certain niveau. Donc, et c'est ressorti dans le même rapport. Donc, ce qui est important, ce n'est pas de pointer du doigt les réalités de dysfonctionnement, c'est comment est-ce qu'on améliore la machine pour que le travailleur ne trouve plus d'excuses. En ce moment, c'est effectivement plus facile. Donc, des trop perçus, ce n'est pas la première fois aussi qu'il y ait des trop perçus dans notre administration. Parfois, on pense que ce sont ceux qui sont à un haut niveau de responsabilité qui font les trop perçus. Non. Même des agents d'échelon moindre arrivent à commettre des erreurs dans les trop perçus. Donc, et quand c'est constaté, naturellement, vous remboursez. Maintenant, les sanctions, puisque les sanctions vont par graduation, ce qui fait que les uns et les autres n'ont pas les mêmes sanctions, puisque ça peut aller à l'avertissement, à la rétrogradation des échelons, comme on appelle ça, et jusqu'au licenciement. Donc ça peut arriver en fonction effectivement des fautes commises. Signal simple, comme on appelle ça, signal fort envoyé, c'est sûr que c'est aussi l'alerte qui est donnée par rapport à ce qui est donné de voir. Mais aussi, on attend de voir la suite. Parce que parfois, ces choses-là se terminent aussi en justice. Parce qu'il y a un agent qui peut se dire, j'ai été indûment sanctionné, la forme n'a pas été respectée. Parce que pour convoquer le conseil de discipline, il y a toute une procédure, effectivement, à respecter. Donc, c'est aussi le son de cloche des agents concernés qui peut nous édifier s'il y a eu abus des supérieurs ou s'il n'y a pas eu abus. D'accord. Réactiver et rendre fonctionnels les conseils de discipline au sein des départements ministériels et au sein des institutions, c'est le passage obligé, en tout cas selon les spécialistes, pour rendre notre administration à la hauteur des attentes. Votre engagement par rapport à la décision qui a été prise, pour beaucoup en tout cas, c'est la bienvenue et ça permet aussi, je dirais, de donner un signal fort au niveau de l'administration et interpeller les uns et les autres. Oui, parce que le Conseil des ministres, quoi qu'on dise, a son rôle, puisque c'est une organisation consultative. Quand on regarde aussi, pour ce qui est de notre fonction publique, donc ça a vraiment son rôle. Maintenant, pour que ça joue pleinement son rôle, il faut une certaine indépendance, il faut une certaine probité pour ceux qui ont à juger les autres, et puis il faut de la vérité. C'est seulement comme ça. Maintenant, même quand on dit qu'il y a 12 qui ont écopé d'eux, on oublie de dire qu'il y avait 15 qui sont passés devant des conseils de discipline. Il y en a quand même 3 qui sont partis sans aucune sanction. Donc, le fait qu'on veuille bien regarder dans vos agissements, dans vos comportements et dans les actes que vous avez posés au service ne veut pas dire qu'on a forcément une dent contre vous. Sinon, peut-être les 3 n'y auraient pas échappé. Donc, et maintenant, moi, quand je regarde, c'est que de ce qui ressort, c'est que 25 institutions et départements ministériels sur une quarantaine ont transmis chacun leur rapport 2021. Donc 25 sur la quarantaine, c'est pas déjà beaucoup. Hein. Maintenant, est-ce que de l'autre côté, il n'y a rien? Ça aussi, il faudrait y voir. Et moi, il y a des recommandations à l'intérieur qui sont assez intéressantes. D'abord, pour que la question même de ce type de contrôle, là, parce que quoi qu'on dise, c'est de ça aussi qu'il s'agit. Les mesures punitives, elles ont pour but après d'avoir un aspect dissuasif pour ceux qui se laissent aller à certaines pratiques et tout. Et donc, ça permet de recadrer les choses. Donc, pour ce qui est de ce conseil de discipline, il y a eu des recommandations quand même qui ont eu à être faites. On parle de la vulgarisation d'abord du guide de procédure disciplinaire au sein de l'administration, parce que apparemment, il y en a aussi beaucoup qui ne le maîtrisent pas, même parlant de la hiérarchie immédiate, justement, notamment de certains travailleurs. Et il parle même de sanctions aussi à l'encontre des supérieurs hiérarchiques complaisants et laxistes. Et puis de la célérité dans la prise de sanctions administratives. Donc ça veut dire que parce que quand on parle de discipline, ça veut dire que de façon hiérarchique, il y a quelqu'un qui a constaté quelque chose. S'il est laxiste,
il est dans un genre de laisser-faire, il est complaisant, c'est sûr que vous aurez des services où, on va dire, tout le monde fait tout et n'importe quoi sans être inquiété, puisque celui-même qui a la tête, ce n'est vraiment pas son problème. Donc il y a, comme le sort le rapport, il y a une obligation aussi, il y a une interpellation à l'endroit des autorités pour que d'abord le guide soit bien su par les différentes hiérarchies et qu'il y ait une certaine rigueur, quoi qu'on dise, dans la gestion des hommes et tout. Et notre fonction publique en a vraiment besoin. C'est vrai que très souvent il y a cette critique-là qui fusent à l'endroit d'agents de la fonction publique. Certains le prennent mal en se disant que bon, c'est parce qu'ils sont de l'extérieur, ils pensent que c'est comme ça. Mais bon, on est tous demandeurs des services de la fonction publique. D'une façon ou d'une autre, on paie nos impôts, on va ici, on va là. Donc, on est au quotidien au contact avec notre administration. Maintenant, comment est-ce qu'elle fonctionne? Il faut dire la vérité, la plupart des burkinabés n'en sont pas satisfaits. En tout cas, de la plupart des rapports qu'on a. Mais pourquoi? C'est parce que, quelquefois, on a l'impression que pour l'agent, comme certains me le disent, c'est pas le champ de ton papa. Mais c'est pas le champ de ton papa, ça veut dire quoi? C'est des phrases qu'on entend très souvent. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine efficience. Je ne parle même pas d'efficacité, il faut une certaine efficience dans cette administration-là, une vraie responsabilité. Il y en a qui sont beaucoup responsables, ils sont nombreux même d'ailleurs. Mais lorsque vous laissez faire, lorsque à côté il y a un genre de protection pour des indélicats, même celui qui vient chaque matin et qui reste droit dans ses bottes, qui est un agent modèle, à un moment donné, il ne tient plus. Parce que la réalité aussi, c'est que tout le monde aspire à une carrière. Vous êtes bon, vous êtes celui sur qui tout le monde compte au boulot, mais c'est vous qui n'êtes jamais nommé. C'est-à-dire que vous êtes l'homme à tout faire, mais vous êtes l'homme de l'ombre. Ça ne peut pas fonctionner, ça c'est très compliqué. Et à un moment donné, dans cette administration, ça ne fonctionne pas. Et ça, à la fois, ça devient décevant. Surtout lorsqu'on se retrouve dans des situations où c'est le mauvais pion qui est lui-même, qui est à chaque fois qui remonte à chaque fois dans la hiérarchie. Ça, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que à un moment donné, il faut ça. Il faut que ces conseils de discipline fonctionnent en tout cas dans leur essence première, de la meilleure des façons. Et puis, en termes de recommandations aussi, c'est que les sanctions administratives qui viennent après, qu'elles soient vraiment mises en place très rapidement. Parce qu'il ne sert à rien d'épingler des gens et qu'il y ait après des coups de fil pour dire c'est mon bon petit, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez faire, c'est vrai que ce qu'il a fait c'est grave, allégez ou mais faites. Des fois c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant pour terminer sur la chose, c'est que quand on veut donner l'exemple, il faut donner l'exemple pour tout le monde. Dans ce pays, on a tous entendu parler du monnayage au niveau de la justice là, avec on a entendu parler des passe-droits, de l'argent qui a circulé pour des questions de décision ou même de comment on appelle ça, de liberté provisoire. C'est aller où? C'est pas aller plus loin que ça. Mais c'était des choses graves. Donc je pense que quand on doit avoir la main ferme, il faut avoir la main ferme partout. Et ça, c'est important. Pour ne pas aussi que certains agents, mais certaines catégories d'agents se sentent plutôt être ceux sur lesquels on tape le plus facilement, parce qu'avec eux, le retour du bâton n'est pas à craindre. D'accord. Alors pour marquer le coup, pour beaucoup, il faut sanctionner, mais à côté du bâton, il faut aussi la carotte, notamment la sensibilisation pour que tous les acteurs soient au même niveau d'information, comme Geoffroy l'a dit, appréhendent, comprennent le manuel de procédure. Sinon, rapidement, on peut crier à une chasse aux sorcières. Non. Je ne crois pas qu'il y ait encore une sensibilisation à faire. Non. Quand vous avez eu le concours, vous partez à l'école, vous ne partez pas en retard. À l'école, vous savez, quand vous sortez, vous êtes employé dans telle fonction, le boulot c'est à telle heure, la pause c'est à telle heure, vous descendez à telle heure. C'est quelle autre sensibilisation qu'il faut ajouter? Non. Ce qu'il y a, c'est d'appliquer seulement les textes. On est à combien? Pour les retards, on est à 86,65%. C'est-à-dire moins de 15% qui viennent à l'heure, soit pratiquement 13-35%. C'est beaucoup, c'est énorme. Donc, c'est-à-dire, il y a une réalité qui est là qu'il faut diagnostiquer avec suffisamment de sérénité pour déceler le goulot d'étranglement afin de proposer une vraie solution.
Sinon, on va se tromper. Nous allons vouloir des gens qui viennent en retard, c'est vrai. Nous allons, mais on risque de passer effectivement à côté de la plaque. Et il y a cette réalité qui est là. Sinon, je ne sais pas comment est-ce qu'on va sensibiliser quelqu'un qui a commencé à aller à l'école à l'âge de 6 ans, et 5 ans pour certains, et moins de 5 ans pour ceux qui ont fait l'école maternelle d'ailleurs, jusqu'à l'université, qui a eu un concours, qui est passé encore par l'école. C'est quel type de sensibilisation on va lui donner par rapport au respect des heures? C'est quelle sensibilisation? Il n'y a pas de sensibilisation à faire. C'est de savoir qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que le boulot l'intéresse toujours, oui ou non? Il y a un problème de compétence ou de volonté. Et comment on règle ça? En ce moment, ce sont les promotions méritées qu'il faut promouvoir. Ce sont la promotion par le mérite, mais pas la promotion par le parti politique ou par le coup de fil du tonton ou du bon vieux père, comme ils le disent. En ce moment, il n'y a pas de problème. Mais si c'est le copinage, la promotion par d'autres mérites autres que le mérite du travail, effectivement, il y aura problème. Donc, ça va jouer. Pourquoi est-ce que je vais venir en retard? À l'heure. On ne me donne pas de boulot. Il y en a qui sont nommés qui n'ont pas de boulot. À qui on ne donne pas de boulot? Parce qu'on nomme la personne d'ailleurs pour la mettre au garage, comme on le dit. C'est pour ne même pas lui donner du boulot quand cette nomination même est intervenue. Le poste est grand, c'est un gros poste, mais il n'a pas de boulot. Ou bien s'il a le boulot, il n'a pas le matériel qui va avec pour aller travailler. Donc, je touche comment on appelle ça? Et déjà, pourquoi est-ce qu'il ne va pas venir en retard? C'est vrai qu'il est à l'heure. Il est à l'heure. Mais il n'a pas de boulot. Aujourd'hui, il n'a pas de boulot. Chaque jour, il arrive à l'heure. À un moment donné, il va dire, bon, je vais me trouver du boulot. C'est la nature des choses. Donc, est-ce qu'aussi on a toujours besoin de lui? Est-ce que nos recrutements, là, sont adaptés? Il y a toutes ces choses-là qu'il faut interroger. Est-ce qu'on recrute pour le social? Ou est-ce qu'on recrute parce qu'il y a un besoin? S'il y a un besoin, il faut employer tout le monde. J'ai dit, il y en a qui sont sous-employés. Parce qu'il y a des corps où il y a, comment on appelle ça, où il y a un trop-plein. Quand le MENA PLN a fait, il y a 1 an et demi ou 2 ans, l'enquête, on se rend compte que l'effectif est suffisamment étoffé. Au moment où il y a un problème d'enseignants dans d'autres zones, Ouagadougou, il y en a qui n'ont que quelques heures. Vous avez 4-5 enseignants pour la même classe. Le Burkina a connu ces périodes-là, dans les grandes villes. Parce que c'est le cousin, c'est la tante, c'est la soeur, c'est ceci, c'est cela. Donc, à un moment donné, il y a ces réalités. Alors qu'il y en a qui recrutent, les anglo-saxons, c'est une fonction publique d'emploi. Nous avons opté pour une fonction publique de carrière. C'est deux choses différentes. Fonction publique d'emploi, on recrute pour l'emploi. On a besoin de 5 employés pour un contrat de 5 ans, de 10 ans, renouvelable ou pas. Et voilà. Vous êtes rentré pour ça, vous avez obligation de résultat parce que, et ce qu'on attend de vous, c'est clair. La fonction publique de carrière, vous rentrez, vous faites carrière et vous mourrez dans l'administration. C'est-à-dire, vous prenez votre retraite dans l'administration. Sauf si, à un moment donné, vous optez pour une réorientation professionnelle, au choix. Donc, vous montez cadre inférieur, cadre moyen, jusqu'à supérieur. Après, vous êtes nommé, vous n'êtes pas nommé, mais bref, ce qui est sûr, vous évoluez, vous faites carrière dans le même domaine. Et vous ne partez pas ailleurs, sauf ceux réellement qui veulent s'établir de nouveaux challenges. Il reste dans le même domaine d'emploi, il fait carrière là-bas jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, bien méritée ou pas, et puis il part s'asseoir chez lui. Ici, j'ai reçu une émission Rasmane Ouedraogo, plus connu sous le nom de Tonton Lagui, qui fait du cinéma. C'est cadre du ministère de la Culture. Mais il dit à 15 ans, il n'était plus employé. Il n'était plus... en 15 ans de sa retraite, il était sous-employé. Il atteint un niveau au niveau du ministère. Il ne peut plus être affecté ailleurs. Les ministres se succèdent. C'est tonton, vieux père. Mais il est assis, il dit, mais qu'est-ce que je fais?
Donc, est-ce qu'il ne faut pas aussi que l'administration burkinabé commence à réfléchir, comme les administrations d'autres pays, à faire la promotion de la réorientation professionnelle, de la reconversion professionnelle? Parce qu'il y en a qui font ce qu'ils n'aiment pas. Parce que, compte tenu de la réalité, le concours qu'il a eu, ce n'est pas ce qu'il voulait. C'est ça qu'il a eu. On lui demande cette année, est-ce que les concours ont marché? Il dit, j'ai eu tant. C'est ça qu'il a eu. Il allait chercher, mais c'est ça qu'il a eu. C'est pas ça qu'il voulait. Conséquence, il fait un boulot qu'il n'aime même pas. Il arrive, il trouve un patron qu'il ne supporte pas. D'abord, le boulot ne lui plaît pas. Le patron ne le supporte pas. Il n'a pas les moyens pour travailler. Et il n'y a pas comment on appelle ça, un circuit de réorientation ou de reconversion. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une perte pour la nation. On a mis de l'argent sur quelqu'un pour le former, mais après on ne l'utilise pas. Mais le procès Sini Ouedraogo, le ministère le dernier ministre de la fonction publique, a créé ce qu'on appelle les passerelles. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a qui ont voulu, il y en a qui n'ont pas voulu. Mais ces passerelles visaient à permettre à des gens qui font un boulot qui ne l'aiment pas, mais qui veulent que challenger dans un autre domaine, de pouvoir, à travers le truchement des concours professionnels, y aller. Vous êtes dans le domaine de l'enseignement, vous êtes dans tel domaine, vous voulez faire une carrière dans la diplomatie ou dans le domaine des finances, que les passerelles vous permettent. Il y a des corps de la fonction publique qui ne l'ont pas voulu et qui l'ont combattu. Ça peut peut-être ne pas être bien ficelé, mais avec du recul, c'est quand même une opportunité pour d'autres personnes d'aller vivre leur passion et de se sentir utile. Plusieurs autres pays l'ont expérimenté. J'ai dit le système anglo-saxon, il est bien, parce qu'il permet à l'homme d'être utile en faisant ce qu'il aime. Donc au départ, vous commencez tant, mais après vous finissez tant, et ça crée des émules. Quand vous prenez un langage comme ça pour dire à des jeunes de vivre leurs rêves et leurs passions, parce que l'état dans lequel vous vivez peut vous permettre à un moment donné de le vivre, c'est très réconfortant. C'est en ce moment également que la vie d'un État a un sens. Mais si ce n'est pas comme ça, effectivement, ça va s'étioler. Donc, il y a cette réalité, effectivement, qui est là. Ça, il faut qu'on ait le courage, non seulement de créer, je dis bien, des circuits de promotion, de récompense, de promotion par le mérite, de récompense des agents excellents, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait des passerelles où des gens à un moment donné vivent leur passion pour permettre effectivement d'avancer. D'autres pays ont mis ces circuits pour ceux qui veulent se reconvertir dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la consultation, dans tel domaine ou dans tel domaine. Il y a des mesures d'accompagnement pour que vous libérez le poste rapidement et puis aller créer de l'emploi. En général, à 15 ans pratiquement de la retraite, les gens ne sont plus rentables. Il attend une grosse nomination pour finir sa carrière et vivre une retraite paisible. Donc, il ne veut plus produire pour ne pas commettre des erreurs et ne pas être nommé. Il fait la cour pour être nommé, ce qui fait qu'il ne fait pas un bon travail, mais il va piétiner les autres agents, il va les calomnier pour pouvoir avoir de la promotion. Parce qu'il veut vivre une retraite paisible. Il n'est plus rentable en général à 15 ans, à moins 15 ans de la retraite, beaucoup. Ceux qui ont la chance d'être nommés et tout, et ceux qui ne sont pas nommés réfléchissent à ma retraite, pendant ma retraite, qu'est-ce que je fais? Donc c'est en ce moment-là qu'il faut commencer reconversion. Pas pour faire la publicité, le FONADR, le Fonds national pour les déflatés et les retraités, qui avait été créé dans un contexte particulier, qui aujourd'hui a de nouvelles missions, a un programme pour les pré-retraités, ceux qui sont à 5 ans de la retraite ou à ceci. Mais ça, non seulement ça mérite d'être vulgarisé, il leur faut suffisamment de moyens pour y mettre, parce qu'effectivement, il y en a qui pensent à la pré-retraite, qui veulent préparer déjà la retraite, trouver une occupation pendant la retraite plutôt que de se lever le matin, crier sur les enfants ou les petits-enfants, s'énerver contre madame ou contre monsieur. Tout vous énerve parce que vous n'avez plus grand-chose à faire.
Vous n'avez pas pu vous lever le matin, vous regardez la télé, vous suivez les différentes émissions, la matinale, notamment la matinale de TV, passez à autre chose, vous de chaîne d'infos en chaîne d'infos, après vous lancez un fameux écureuil, le matin vous vous levez, vous cherchez une soupe à boire, une bière pour vous accompagner, ou un Fanta pour vous accompagner, une sucrerie pour vous accompagner, et puis après, ils ne sont pas très portants, alors qu'ils peuvent faire autre chose. Ça va encourager, ça va permettre de dégraisser l'administration et de permettre que ceux qui veulent effectivement aller au charbon, y aillent au charbon. Donc je pense, de mon point de vue, qu'il faut regarder aussi de ce côté-là. Et il y a un bon diagnostic aussi à faire, puisqu'on leur dit qu'ils ne peuvent pas créer de l'emploi, il ne doit pas être fait de l'entrepreneuriat, ceci, mais en même temps, ils créent des entreprises parallèles avec les noms des épouses ou de l'époux, des cousins ou des cousines ou des tantes, mais c'est son entreprise. Donc, il est en même temps fonctionnaire de l'État, patron d'entreprise, et lui, il a des facilités pour avoir des prêts en banque pour pouvoir développer son entreprise, et il concurrence de façon indue ceux qui sont dans le privé et qui n'ont pas un autre support, une autre source de revenus comme lui. Donc, les deux n'ont pas les mêmes facilités d'accès aux prêts bancaires. Mais il faut les encourager à créer de l'emploi et de la richesse, mais pour qu'ils libèrent le poste aussi. Mais il ne peut pas faire jongler sur ça. Il ne peut pas bien répondre entre des factures qu'il surveille pour son entreprise et aussi surveiller ce qui rentre dans les caisses de l'État. À un moment donné, il faut faire un choix. À défaut de pouvoir combattre efficacement le système, il faut mettre des mesures d'accompagnement pour accompagner les gens. Je pense que c'est mieux. Alors, on l'a dit, pour avoir une fonction publique de qualité, il faut une ressource humaine de qualité. Et en réactivant justement les conseils de discipline, cela peut interpeller les uns et les autres. L'État a joué sa partition justement à travers l'effectivité de ces conseils de discipline. Mais pour beaucoup, il faut aussi que les structures syndicales, ceux qu'on appelle les partenaires sociaux, jouent aussi leur partition en interpellant et en sensibilisant leurs militants. C'est bien d'être prompt à réclamer de meilleures conditions de vie et de travail, mais c'est également bon de rappeler aux uns aux autres justement qu'ils ont des devoirs vis-à-vis des usagers et vis-à-vis justement de l'employeur qu'est l'État. Oui, mais vous savez, en la matière aussi, il faut qu'on dise la vérité. C'est que très souvent, quand vous militez, ou bien vous êtes très bouillant dans un ministère et tout, parce que vous avez l'étiquette du syndicaliste et tout, vous faites très attention. Bien au contraire, c'est même vous, le travailleur le plus discipliné, parce que vous savez qu'à la moindre erreur, vous êtes sur la sellette. Vous savez que le gars va s'occuper de vous, parce que vous êtes dans sa ligne de mire. Ils ne sont pas vus comme des partenaires. Quand vous allez dans les ministères et autres, et dans la fonction publique de façon générale, celui qui défend l'intérêt du travailleur n'est jamais vu comme le partenaire de celui qui administre. C'est des gens qui se regardent très souvent en chaîne de faïence. Et pour peu, on sort les couteaux. Donc, lorsque vous vous amusez, vous êtes grillé. Donc, c'est des gens qui, de par la nature de leur posture, de leur position, sont dans l'obligation même d'être l'exemple. Et donc très souvent, ce n'est pas des gens avec qui il y a vraiment problème. Maintenant, je crois que ce que Bernard disait de très important, c'est pas forcément, ce n'est pas que ça devrait incomber même à des syndicats et autres. Non. Il y a qu'est-ce qu'on veut de notre fonction publique. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on la conçoit? Pour quel objectif? C'est la question qu'il faut se poser. Nous, on a une fonction publique on a perçu comme étant celui qui devrait absorber des jeunes diplômés et donner du travail. C'est bien. On ne dit pas qu'il faut restreindre. Il y a la réalité que le besoin il est énorme. Et ça devrait permettre à une administration peut-être de s'élargir un peu plus, mais de pouvoir souffler et avoir un bol d'oxygène parce qu'elle est efficace. C'est le manque d'efficacité qui fait qu'il y a un problème. Sinon, dites-nous, est-ce qu'un État qui construit beaucoup plus d'hôpitaux, qui engage beaucoup plus de médecins, c'est mauvais? Il y a des médecins qui continuent de sortir. C'est pas mauvais. Est-ce qu'il n'y a pas le besoin? Il y a le besoin. Maintenant, pourquoi on ne le fait pas? Ça veut dire que si, au lieu de construire des hôpitaux,
vous n'en faites pas vraiment, et celle que vous construisez d'un point de vue infrastructurel et matériel, ça ne répond pas aux besoins même de pratique, notamment des personnes qui ont fait des études pour, vous allez les parquer dans des murs sans matériel, sans rien, et en train de regarder la plupart de leurs patients mourir, ou bien les conduire plutôt ailleurs parce que vous savez que vous n'avez pas le matériel ici alors que vous avez la compétence. C'est des mouroirs que vous construisez. En ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites que tuer les ambitions, les envies et tout ce qu'il y a comme, comme motivation chez le travailleur qui était venu avec beaucoup d'espoir, que vous transformez en illusion à la fin. C'est ce que je dis, qu'est-ce qu'on veut aussi de notre fonction publique? Quelle est la densité de travail que nous voulons pour elle? Ça, c'est la grosse interrogation aussi qu'on devrait avoir. On ne devrait pas l'utiliser comme un outil d'absorption seulement parce que, c'est pour lutter contre le chômage. Ce n'est pas un outil de lutte contre le chômage. C'est un outil qui doit être performant. Ça fait que aujourd'hui, quand vous regardez, ce n'est plus un secret pour personne. Vous êtes en surnombre dans des bureaux, les tâches, quand vous regardez, il n'y a pas grand-chose franchement à faire parce que quelquefois tout est cyclique. Il y a des moments où vous êtes beaucoup plus débordé et d'autres où le monsieur, les 3 quarts de son temps, il préfère investir quelque chose où il s'en va y regarder de temps en temps. Vous allez dire que c'est pas normal, mais vous voulez qu'il fasse quoi de l'autre temps, du reste du temps? Puisque on tente d'occuper des gens plutôt que d'avoir des résultats et puis d'être dans une dynamique d'efficacité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, quand ils arrivent dans certains ministères, ils ont tous les problèmes. Ils regardent et disent, mais ici, ça ne fonctionne pas comme moi je pensais. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. L'administration publique, c'est comme ça. Ils ont aussi leur façon d'être. Mais tant que, même les systèmes français que nous avons copiés et autres, ils sont aujourd'hui obligés de se réformer pour s'adapter à celui qui est souvent anglo-saxon dont on parle, mais qui est beaucoup plus proche, on ne dira pas du privé en tant que tel, mais qui a une âme qui correspond de façon très forte. Où on a pu y ajouter la question de l'efficacité et même de l'efficience. Parce que quand on parle d'efficacité, c'est différent de l'efficience. Aller prendre une botte de terre qu'on peut prendre avec une brouette, là, on peut venir prendre ça avec, je ne sais pas moi, avec une grosse machine, on vient, on prend, c'est efficace et on a déplacé. Alors qu'avec une brouette, c'est efficient parce qu'on a pris beaucoup moins de moyens. Donc, c'est une question d'abord d'efficience dans notre administration. Et regardez, il y a des cas qui sont très simples. Allez voir dans les parkings des administrations là. Regardez les véhicules qui sont garés pour X ou Y. Si c'était le véhicule de quelqu'un, ça ne serait pas garé. Mais c'est pour une pièce. Parce qu'il y a un circuit qui est lourd. Tout le monde sait, mais personne ne change. À un moment donné, c'est posé. Ou bien c'est dans un garage. Le garagiste lui-même, il ne sait même pas ce que ça fout ici depuis. Il va interpeller jusqu'à un moment donné, c'est là. De temps en temps, s'il a besoin d'une pièce, si ça correspond, il va aller prendre. Mais après, on dit non, il faut revoir le parc. On réinvestit, on rachète de nouveau. Mais si c'est ça notre administration, c'est qu'on n'est pas efficient. On ne l'a pas bien pensé. Je pense que ça aussi, c'est d'abord un énorme problème. Mais au passage, parce que quand on parle de cela aussi, ça me rappelle quand même l'ENAM, quand on voit comment quelqu'un comme le professeur Ouedraogo, c'est à Walou, non? Il est en train de faire bousculer les choses là-bas sur ce qu'on veut sentir et savoir de l'argent public quand il sortira. Il est venu avec les formations militaires parce qu'il doit avoir un peu de cela, de cette rigueur-là. Il est venu avec... moi, j'ai suivi les formations qu'il a permis à certains grands noms, à certains champions, comme il dit, de la place. Il y avait Idrissa Nassa, par exemple, qui est parti donner des cours sur le leadership. Quand vous l'écoutez, c'est notre niveau. Notre administration a aussi besoin d'entendre ça, de savoir que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et je pense que c'est comme ça qu'on bouscule et qu'on change de modèle de travailleurs que nous avons. Mais c'est les petites choses. Il faut du courage, il faut certains qui bousculent et c'est comme ça que ça devrait venir. Merci, messieurs les juges. Nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation. Je le disais en début d'émission, les autorités de la transition en Guinée ont proclamé le 13 mai dernier l'interdiction jusqu'aux périodes de campagne électorale de toute manifestation sur la voie publique. Une décision qui passe mal à Conakry. Le Haut Commissariat
commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a exhorté justement les autorités à revoir justement cette décision et à rétablir le droit de manifester. Alors, une injonction qui n'est pas passée, qui n'a pas porté ses fruits, puisque les autorités, en tout cas, ont opposé une fin de non-recevoir à cette demande-là. Juge Bougman, c'est encore un débat sur la transition. Finalement, est-ce une bonne décision d'avoir opté pour l'interdiction des manifestations sur la voie publique en Guinée? Bon, la liberté d'expression étant un droit inaliénable, c'est fondamental. Je ne peux pas m'inscrire dans le sens de dire que c'est une bonne décision d'interdire les manifestations, parce que les manifestations sont également des moyens d'expression. Maintenant, c'est le contenu qu'on met dans la manifestation qui peut effectivement aller dans l'un ou dans l'autre sens. Parce que de manifestations, il y a des gens qui manifestent pour soutenir. C'est une manifestation sur la voie publique. Donc, je pense également qu'ils ont été précis, hein, les Guinéens. J'ai perdu l'article d'ailleurs. Il dit de nature à troubler la quiétude au niveau de la Guinée. Je pense que c'est beaucoup plus la peur de la rue. Et aussi, c'est-à-dire, parce que Doumbouya et ces hommes, ce qu'ils ont provoqué, ils savent que s'ils ne maîtrisent pas la rue, ce n'est pas évident. Parce qu'ils ont travaillé à ce qu'il y ait pratiquement un rapprochement entre Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé. Alors que Cellou Dalein Diallo avait applaudi le coup d'État. Il était sorti dans un style américain, entouré de ses hommes, tenir une conférence de presse en position arrêtée et soutenir et dire bon, c'est même une bonne chose. Mais après, lui-même en a fait les frais de ce que Doumbouya et ses hommes sont venus appliquer. D'abord son domicile et ensuite un certain nombre de choses, de comptes qui lui sont donnés par rapport à sa gestion antérieure, eu égard aux fonctions qu'il avait effectivement occupées. Conséquence, les deux ennemis d'hier il y a eu ce fort rapprochement entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo. Ils ont des gens derrière eux. Les deux sont allés aux élections et se sont toujours challengés. Donc, n'oublions pas que pour le second tour de 2011, c'était les deux qui sont allés au second tour. L'écart, et Dalein Diallo d'ailleurs était en avance sur Alpha Condé. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des militants. Ils ont des cadres également qui ont des moyens. Et n'oublions pas aussi que ce n'est pas toute l'armée guinéenne qui a fait le coup d'État. C'est la force spéciale de Doumbouya. C'est vrai qu'il peut y avoir des complicités, mais c'est d'abord cette force-là qui a été aux avant-postes comment on appelle ça, du coup d'État. Et donc, ici, comment est-ce que Doumbouya assure ses arrières face à ces deux messieurs-là? Je pense que c'est pourquoi la décision a été prise. Et ils ont même dit de nature à compromettre la quiétude sociale et l'exécution correcte des activités. Alors, si c'est de nature à comment on appelle ça, s'il y a une manifestation de soutien à Doumbouya, je ne pense pas que ça va être de nature à compromettre la cohésion sociale et l'exécution correcte des activités. Mais si c'est des manifestations pour demander plus de liberté, demander d'aller rapidement aux élections, effectivement. Parce que de nature à compromettre l'exécution des activités ou de nature à compromettre la quiétude sociale, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Ça dépend du contenu en ce moment. Et Doumbouya sait, et les Guinéens aussi sont familiers de la rue. Et il sait que les manifestations en Guinée sont violentes. Il y a rare de sorties en Guinée où il n'y a pas mort d'homme, où il n'y a pas de blessés graves. C'est rare. Donc, et Doumbouya sait très bien. Donc, c'est dit qu'en interdisant la rue, ça lui permet de garder le contrôle. Maintenant, c'est jusqu'à quand? Parce qu'à un moment donné, la sortie au niveau de la rue, ce n'est pas de gaieté des cœurs. C'est des sorties pour dire qu'on n'est pas d'accord. Donc, à un moment donné, ça vous pousse à la rue. Peu importe celui que vous avez en face. Même, et ce n'est pas la Guinée seule, même au niveau du Burkina.
ça a été dit de faire attention, ça va être étudié au cas par cas. Vous voyez les manifestations. Pour le meeting de Kémy Séba, ça a d'abord été interdit avant d'être réautorisé. Désiré Ginko et ses camarades ont été obligés d'aller se retrouver au niveau du conseil burkinabé des chargeurs pour tenir un meeting plutôt que parce que ça a été effectivement interdit. Donc c'est ça aussi. Mais Bamako, quand les gens sortent, c'est pour soutenir les militaires et puis ça marche. Donc ça dépend de qui vient marcher et quel est l'objectif effectivement de cette marche-là. Mais est-ce que la sympathie de M. Doumbouya est suffisante pour que des milliers et des milliers de Guinéens descendent dans les rues pour soutenir son action, surtout que beaucoup de leaders des partis politiques sont stressés, alors que en général ceux qui descendent ce sont des militants des partis politiques ou des organisations de la société civile dont certains leaders également sont stressés. C'est pas aussi évident. Donc Doumbouya veut diriger sereinement sa transition et ne l'entend pas faire. Ça c'est l'explication. Mais maintenant face aux injonctions de l'ONU, est-ce que Doumbouya va plier ou pas? Je ne pense pas que Doumbouya va plier. Ça dépend maintenant du rapport de force qui va s'engager. Alors, je vois, si la rue Gronde veut manifester pour beaucoup, c'est parce que justement, on n'a pas une claire lecture, sinon une assez grande visibilité sur ce que les autorités de la transition ont comme feuille de route concernant justement les actions à mettre en place. Et cela peut justifier aujourd'hui ce qu'on a comme tension au niveau de la scène politique, au niveau des organisations de la société civile. Et comment gérer tout cela? Oui, mais quand on regarde le cas de la Guinée, c'est un coup de teint comme au Mali, comme au Burkina. Mais chacun des pays a quand même aussi une typologie quand même bien différente. Et puis quand vous regardez aussi, dans le cas guinéen, c'est vrai qu'il y a un Doumbouya qui est venu un peu de nulle part, qui a surpris tout le monde, mais il y a des partis politiques qui étaient quand même assez forts. Et il y avait un genre de polarisation. Quand je parle de partis politiques, il y avait une bonne polarisation pour ce qui est de la question guinéenne. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Avec le camp Condé, le président qui est tombé, et puis celui d'Alain Diallo, qui lui-même s'est fait vouloir une victoire par Condé. Donc, ce sont, quoi qu'on dise aussi, des éléments très forts dans ce qu'on a comme paysage politique guinéen. Maintenant, il y a un coup d'État qui arrive, mais ce sont des forces politiques qui continuent de garder leur ancrage. Vous savez, il y a une différence entre le sympathisant et le militant. Et puis très souvent, les mouvements militaires qui se politisent, qui viennent au pouvoir, ils n'ont pas de militants. Et ce qu'ils ont, c'est des sympathisants. Et la sympathie est d'abord de l'ordre de ce qui est ressenti. Donc ça varie avec le temps selon les actions que vous menez et selon peut-être l'évolution de votre trajectoire. Le militant, lui, c'est comme l'oeil d'une église. Hein. Il s'abreuve à ce que dit le parti, et c'est quelqu'un qui a un relationnel, qui a une fusion avec le parti et qui répond à des mots d'ordre. Donc, il est un peu plus inquiétant. Et lorsqu'on parle de la rue, très souvent, c'est vraiment cela. Donc, à partir du moment où les partis politiques, eux, ont gardé cet élément fort-là qui est impactant, c'est difficile pour ces militaires-là de laisser faire, et que aux yeux du monde, on sent qu'après avoir pris la présidence, ils sont désavoués parce qu'il y a des marches à répétition, il y a des contestations à répétition, et ça, ce n'est pas bon pour eux. Parce que tout militaire qui vient au pouvoir ne garde sa légitimité que ainsi, c'est-à-dire en donnant l'impression que il est suivi et il est accompagné dans ce qu'il est en train de faire. Sinon, la légitimité sort d'où? Il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a rien eu. Tu es venu un matin, tu as réussi ta chose. Ce qui te reste, c'est d'être légitime. Légitime comment? C'est de ne pas être contesté. Donc, si vous permettez les marches, on saura que ça ne va pas et que vous-même, vous êtes désavoué. Peut-être que vous ne resterez que par les armes que vous tenez, mais celui qui est à côté, qui peut faire quelque chose, comme vous l'avez fait à quelqu'un d'autre, il le fera. Ils en sont tous conscients. Suivez mon regard. Même que ce soit ici, c'est pareil. C'est pour cela que ces marches, ces manifestations-là sont interdites. Parce que ça crée le terreau, ça crée un contexte qui est favorable pour un basculement possible. Et ça, ils en sont assez conscients. Que ce soit au Burkina, que ce soit en Guinée, que ce soit au Mali. Maintenant, le cas malien, il est bien différent parce qu'il y a un capital sympathique qui est encore très fort concernant la junte qui est au pouvoir là-bas. Pas la junte parce que j'aime pas ce mot, concernant les militaires qui sont au pouvoir là-bas. Donc, c'est vraiment différent le contexte.
si dans le cas malien, il commence à avoir des contestations qui sont très fortes, vous verrez qu'il y aura aussi l'interdiction de manifester. Et ça, c'est une réalité. Alors, juge Bouma, ces contradictions internes qu'on tente d'étouffer, ça constitue une pression supplémentaire pour les autorités de Conakry, parce que déjà, avec la communauté internationale, c'est pas facile avec l'épée de Damoclès qui plane. Est-ce que, justement, comme je l'ai dit, c'est pas une pression supplémentaire, une épine au pied de la transition qu'il faut régler? Non, c'est une pression supplémentaire, ça je suis d'accord. Maintenant, c'est comment est-ce que les autorités actuelles de la Guinée résistent face aux pressions. Je dis bien, c'est surtout là-bas l'enjeu. Et la plupart des autorités guinéennes ont toujours été sujet ou objet de pression. Sauf que parfois, elles en font à leur tête. De Sékou Touré qui a dit non et qui a payé les frais, comment on appelle ça, au président de la transition, Dadis Camara, qui n'a pas pu d'ailleurs terminer son magistère et qui a été remplacé par Sekouba Konaté, en venant Alpha Condé, qui a eu aussi suffisamment de pression quand il s'est levé pour dire je modifie, comment on appelle ça, la constitution, sans oublier Lansana Conté, qui à un moment donné aussi qui a subi d'énormes pressions. Donc, mais j'ai dit bien qu'ils en font à leur tête jusqu'à ce que la situation change en fonction de l'un ou de l'autre. Mais j'ai dit aussi, c'est une Guinée qui a besoin d'avancer. Qui a besoin d'avancer en toute sérénité. Les réalités du coup d'État malien au niveau du Mali et au niveau du Burkina, c'est différent du contexte guinéen, où c'est beaucoup plus l'entêtement d'un homme qui a entraîné ce coup d'État. Alpha Condé, s'il avait organisé les élections en bonne et due forme, passer pacifiquement la main et aller s'asseoir, prendre sa retraite en tant que président, je ne pense pas qu'on aurait un coup d'État. Parce que les choses seraient allées dans l'autre sens. Bon, malheureusement, par sa faute, c'est venu. Alors, vous êtes venu effectivement rétablir l'ordre constitutionnel normal. Il dit jusqu'à quand? Le Mali dit il nous faut de la sécurité. Le Burkina dit il nous faut de la sécurité. Là-bas dit que c'est pour assainir, ils disent que c'est pour assainir l'administration. Pour assainir une administration et poser les jalons d'une démocratie véritable, la Guinée, est-ce qu'on a besoin de 5-10 ans pour ça réellement? Ça, c'est la grosse question que je me pose. Donc, les trois pays n'ont pas les mêmes réalités. Donc, il y a aussi une réalité que Doumbouya doit effectivement prendre en compte par rapport à une telle situation. Quand il diagnostique la situation, la priorité est à mettre à quel niveau? Et pourquoi les élections doivent attendre autant d'années en fonction des enjeux? D'un point de vue, quand on regarde, il n'y a pas grand-chose. Si ce sont les questions de la malgouvernance, il y a une justice qui est là. Il faut sereinement une indépendance de la justice, instruire les dossiers et passer à autre chose. Et là, même avec ou sans Doumbouya au pouvoir, avec ou sans transition, la justice peut se poursuivre, il n'y a pas de problème. Alors que, bon, l'action pour lui, c'est beaucoup plus des questions de bonne gouvernance qu'il veut régler avant d'organiser les élections, sauf s'il y a autre chose. Tension suite au maintien de l'interdiction de manifester en Guinée et le rapport sur le fonctionnement des conseils de discipline dans les institutions et départements ministériels au Burkina Faso. Voici les deux sujets qui étaient enrôlés pour la présente convocation. Messieurs les juges, merci pour les clés de lecture, en tout cas les arguments avancés lors de cette convocation. C'est ici qu'on va mettre un point final et se donner rendez-vous demain avec la même mission, poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.